Alors aujourd'hui, on se penche sur Jean-Luc Mélenchon, son parcours, sa personnalité. On s'appuie sur une analyse vidéo qui, bon, le dépeint comme quelqu'un d'assez complexe, non? Souvent comparé à Mitterrand, avec pas mal de controverses aussi. L'idée, c'est de comprendre un peu les éléments clés de sa carrière, et puis les critiques qu'on entend, comme celle de Raquel Garrido au début de la source. Oui, c'est important de revenir sur le parcours pour saisir un peu le personnage. Il est né à Tanger en 51, famille pied noir, arrivé en France en 62, et le vrai déclic politique, ça semble être mai 68. Ah oui, il était lycéen à ce moment-là. Exactement. C'est là que l'engagement commence vraiment intensément. Un engagement qu'il mène, après les études de philo, de lettres aussi, je crois, Oui, oui. à l'organisation communiste internationaliste, l'OCI. La source en parle comme d'une école très exigeante, presque une secte politique, c'est le terme utilisé. C'est ça. Un endroit où il aurait appris la rhétorique, la stratégie, l'intimidation même, selon la source. Une étape clé avant d'être prof, mais très brièvement. D'accord. Et puis, le grand virage, le Parti socialiste en 76. Tout à fait. L'ancien trotskiste qui devient mitterrandiste. Et ça va vite pour lui. Ah oui, Il monte les échelons dans l'Essonne, il entre en franc-maçonnerie en 83, ça revient souvent ça, oui, on en entend parler. et il devient un sénateur dès 86, très jeune. Il participe même à un truc, la Nouvelle École socialiste, présentée comme une manœuvre contre Rocard en fait. Déjà stratège, quoi. Oui, on sent une capacité d'adaptation tactique assez forte. Et cette adaptation, on la voit aussi dans ses positions Koffel. Je pense à Maastricht, par exemple. Justement, Maastricht, 1992. Il vote oui, comme Mitterrand. Logique de parti, peut-être. Mais quelques années plus tard, en 96, il dit regretter ce vote. Il le renie publiquement. Ah oui, quand même. C'est un exemple assez frappant de cette tension entre la loyauté, le pragmatisme et puis les convictions affichées. Après la défaite de 93, il se rapproche même de Rocard, tiens, alors qu'il le combattait avant. Intéressant. Et après, les relations avec Hollande, c'était pas simple non plus. Non, pas du tout, très tendu. Et sa nomination comme ministre délégué en 2000, la source l'interprète un peu comme une façon de le neutraliser au sein du PS. Un parcours au PS qui se termine par une rupture, donc. En 2008. Oui, après des années de lutte interne, il finit par claquer la porte. Et là, il crée ses propres structures. D'abord le parti de gauche, puis il s'allie avec le PCF pour faire le Front de gauche en 2009. Et les présidentielles ensuite. 2012, 2017, 2022. Avec des scores qui montent, oui, mais sans jamais passer au second tour. Ce qui est sûr, c'est sa capacité à mobiliser. Et son style, Oui, son style oratoire. Très enflammé. très percutant. Voilà, ça marque les Et esprits. en 2016, c'est la France insoumise. La source dit que c'est différent, plus un mouvement qu'un parti classique. C'est-à-dire, En apparence, c'est plus souple, mais l'analyse pointe une organisation très très centralisée autour de lui. ah, Et l'idée que ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont écartés. Certains y voient un lien avec la discipline de l'OCI, peut-être. ouais. Et il y a eu cet épisode de la perquisition en 2018. Oui, la fameuse scène « La République, c'est moi ». Une phrase qui est restée et qui est souvent utilisée pour illustrer une certaine vision du pouvoir, quoi. Et plus récemment, il y a eu pas mal de controverses, des tensions internes fortes chez LFI. Oui, notamment l'affaire Adrien Quatennens, sa condamnation pour violence conjugale et le soutien que Mélenchon lui a maintenu. Ça a créé une vraie onde de choc. Des figures comme Garrido, Corbière, Autain, Ruffin, ils ont critiqué et d'après la source, ils ont été un peu purgés de la direction ensuite. Purgé carrément. C'est le terme employé dans l'analyse. Et les alliances, la NUPS, puis le Nouveau Front Populaire, sont décrites comme des coalitions un peu de circonstances, qui masquent mal les divergences. Sans parler des critiques sur ses positions sur certains sujets. Oui, le Hamas, la laïcité, ça revient souvent, ou son admiration pour certains régimes en Amérique latine, comme le Venezuela, Cuba, ça fait partie des critiques récurrentes. La source mentionne aussi un livre, La Meute. Oui, un livre apparemment paru en 2025 qui le décrirait comme un autocrate, et LFI comme un mouvement cadenassé avec un culte du chef. Sofia Chikirou y serait décrite comme la terreur de la maison. D'accord. Alors, si on résume ce portrait vidéo, qu'est-ce qui en ressort principalement? C'est le portrait d'un tribun, ça c'est sûr. Un stratège politique indéniable qui s'est galvanisé, mais aussi une personnalité décrite comme autoritaire, parfois changeante dans ses convictions et qui centralise énormément le pouvoir. La source insiste beaucoup sur ce décalage possible entre l'image démocratique affichée et une pratique interne jugée très verticale.
Une figure complexe, donc. Oui, complexe et qui divise énormément, clairement. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la fin. Face à ce parcours, à ces méthodes décrites comme très personnelles, qu'est-ce qu'il reste de l'idéal de transformation sociale du début, hein? Voilà, une question à laisser en suspens.